cette room donc qui est quand même assez intéressante, qui concerne l'Helicobacter pylori. Donc c'est une des grandes réussites de la médecine d'avoir réussi à mettre en avant cette bactérie dans le traitement des ulcères. Donc on va pouvoir parler de ça en détail. Mais déjà, on va faire un petit rapide tour de table, histoire que c'est toujours intéressant, même si on se connaît les uns des autres, pour permettre juste toujours de mieux se connaître. Donc, je vais passer le micro à Ophélie. Oui, merci Doctapré. Alors moi c'est Ophélie, je suis moitié scientifique, moitié communicante. Je suis consultante à mon compte et en fait j'accompagne les entreprises et les professionnels dans le domaine de la santé et de la recherche sur leur stratégie digitale pour vraiment optimiser leur présence en ligne et pour qu'elle soit aussi productive. Voilà pour moi. Emmanuel, je te passe la patate chaude, comme on dit. Merci Ophélie. Chaque fois que tu te présentes, je trouve que c'est vraiment le match parfait. C'est scientifique et communicatrice. C'est quoi de meilleur que d'être communicatrice pour bien communiquer justement les connaissances scientifiques. En tout cas, c'est juste une parenthèse. Mais Merci. moi, c'est Emmanuel Chekanda. Je suis titulaire d'un doctorat en biologie moléculaire et je travaille dans l'évaluation des technologies en santé depuis près de 6 années. Donc, j'ai été pendant quelques années aussi dans la recherche, mon premier amour et peut-être mon petit amour toujours intime, on va dire. Et j'espère qu'on aura vraiment, je suis sûre que avec Doctapré ce matin, on aura encore l'occasion d'enrichir nos connaissances dans le domaine médical. Ce sera un temps bien investi. Merci. Super, merci beaucoup Emmanuel, c'est un plaisir. On va accueillir Valentine. Bonjour Valentine, ça fait un moment. Oui, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valentine, je suis une ancienne aide-soignante et dans un mois, je serai diplômée infirmière. Et c'est toujours un plaisir de vous rejoindre, même si en ce moment, je ne peux pas le faire trop souvent pour continuer d'approfondir mes connaissances avec vous. Génial, c'est super. Bonjour Valentine. Super, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui et ce sera avec plaisir qu'on va discuter de cette thématique. Super, merci. On va accueillir Miché aussi, docteur Kanda. Bonjour Miché, comment vas-tu? Bonjour Dr. Frey, bonjour à tous. Je me porte très bien. Euh, Malheureusement, je ne sais pas faire comme Ophélie, avec une super présentation. À chaque fois, je me demande comment me présenter. Oui, je suis médecin et puis chercheur indépendant et évoluant en République démocratique du Congo. Et puis passionné de la science et de la recherche, si on peut le dire en quelques mots. J'espère faire mieux la prochaine fois, Ophélie. C'est de l'entraînement. Profite des ronds pour t'entraîner, justement. Et puis après, ça viendra tout seul. C'est ça, exactement. Donc, tu nous viens du Congo et donc c'est aussi intéressant parce qu'on parlera justement aussi des disparités par rapport à cette bactérie, etc. Donc, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Et puis, Tiffaine, bonjour Tiffaine, bienvenue. Bonjour à tous, Tiffaine Ouechi, c'est mon nom, médecin en Allemagne. Je suis actuellement en spécialisation dans un cabinet en 4e année de spécialisation en médecine générale. Donc ici, il y a encore, je crois qu'il n'y a pas ça au pays, mais ici, bien qu'étant médecin généraliste, déjà, on peut faire une spécialisation en médecine générale pour être médecin de famille en fait. Donc, bon, je suis en Allemagne et puis c'est un plaisir d'écouter à chaque fois Dr. Pré, très enrichissant pour tous et voilà. Super, merci beaucoup Tiffaine, bienvenue aussi pour cette présence et puis tu vas nous partager aussi ton expérience. Super, donc on va commencer. Et Ah toi, oui, j'ai docteur? oublié de me présenter. Prévost, je suis médecin au Canada, donc j'ai
une spécialité qui est la gastropédiatrie, donc la gastro-entérologie et la pédiatrie. Et j'ai aussi une casquette de chercheur et d'enseignant à l'Université de Montréal. Et donc, c'est un plaisir d'être avec vous, de discuter de cette thématique si importante. Parfait. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, on a voulu faire cette room comme la première dans une série des rooms autour de l'histoire de la médecine, parce que ce qui est fascinant dans la médecine, c'est de se dire que l'origine des choses parfois est méconnue, non seulement pour nous comme médecins, comme parfois les étudiants en médecine, on essaie toujours d'expliquer l'histoire des différentes trouvailles, des différentes découvertes en médecine, mais c'est toujours intéressant parfois de revenir sur ces éléments-là pour permettre de reclarifier et puis aussi de comprendre les mécanismes. Donc, le premier thème d'aujourd'hui porte sur la découverte de Helicobacter pylori et on va faire un petit hommage à ces deux hommes. Je vais mettre ma photo de profil, vous allez faire un petit tiers. Donc, c'est Barry Marshall et Robin Warren qui sont les deux médecins qui ont reçu le prix Nobel de médecine en 2005. Donc, ces deux médecins ont reçu le prix Nobel parce qu'ils ont, par leur acharnement, réussi à faire comprendre à la communauté scientifique que les ulcères n'étaient pas quelque chose dû à simplement le stress comme c'était à l'époque connu ou proposé ou pensé. Ils ont insisté dans leur acharnement à mettre en évidence le fait que c'est dû à une bactérie. Donc, on va parler ici d'ulcère, mais c'est important de reprendre d'abord les définitions de quoi on parle et ensuite de voir c'est quoi la bactérie en cause et ensuite de voir le processus autour de cette trouvaille. Alors, pour ce qui est des ulcères, on va parler des ulcères gastriques et des ulcères du duodénum. Donc, c'est deux choses qui sont assez fréquentes. Donc, l'estomac est un milieu qui contient de l'acidité. Et l'acidité de l'estomac peut atteindre un pH autour de 2, donc c'est très très bas. Sauf que l'estomac a cette particularité, c'est que malgré la forte acidité, il a quand même un mucus qui le protège de ne pas se détruire lui-même de son acidité. Alors ça arrive parfois que cette acidité soit beaucoup plus élevée, beaucoup plus intense, et donc cette hyperacidité va entraîner des érosions des ulcères et ce qu'on appelle les ulcères gastriques. Donc c'est des trous en fait qui sont des crevasses sur la muqueuse et qui vont donner des symptômes comme de la douleur, comme des vomissements, et puis des personnes peuvent avoir de l'anémie aussi. Et ces ulcères dans un stade important peut donner des saignements. Donc c'est un peu ça le tableau de l'ulcère qui peut toucher à la fois les enfants et les adultes et qui peut être présent à la fois dans l'estomac mais aussi dans le bulbe ou le duodénum qui sont des parties un peu plus fragiles, notamment le bulbe et le duodénum ne sont pas formatés pour accueillir l'acidité gastrique. Donc on comprend aisément que la fragilité des ulcères à ce niveau-là est importante parce que c'est des territoires qui sont beaucoup plus fragiles. Donc voilà un peu le tableau autour des ulcères gastro-duodénaux et on va parler après d'épidémiologie, mais je voulais déjà poser les bases de cette problématique en termes de description. Alors, est-ce que c'est quelque chose dans la salle qui a déjà eu l'ulcère, Emmanuel, Tiphaine? Moi, j'ai eu Ah, une gastrite, mais c'est du coup juste avant l'ulcère, mais c'est parce que j'avais un petit peu trop abusé de la boisson à une soirée alors étudiante, on va c'est dire. super que tu en parles parce que les facteurs différentiels des gastriques, il y en a beaucoup. Dans les causes autres, il y a l'alcool qui est une toxine, on va dire, qui peut abîmer l'estomac, donner des gastrites importantes. Ensuite, il y a les anti-inflammatoires aussi, comme l'aspirine et autres anti-inflammatoires. Et il y a des facteurs qui peuvent être aussi dus à des maladies comme la maladie de Crohn qui peuvent donner des ulcères aussi.
Oui, donc c'est quand même voilà. J'avais été un petit peu étonnée par contre de la violence de la douleur concernant la gastrite et c'est vrai qu'on m'avait parlé par la suite d'Helicobacter pylori et de ce que ça pouvait entraîner. On m'avait demandé de faire des examens en plus que je n'ai pas fait malheureusement, mais tout s'est bien passé par la suite. Oui, absolument. La douleur, c'est vraiment quelque chose de majeur. Tiffaine, tu voulais réagir? Oui, moi je voulais dire, moi j'ai déjà eu un ulcère Mhm, gastrique. En fait, il y a mhm, 15 ans, j'étais assez mhm, jeune quand même. Donc c'est là que c'est mon mal d'estomac parce que bon, souvent aussi ça finit pas vraiment quoi. Donc la première fois on a découvert ce mal d'estomac, c'était dû à l'ulcère gastrique dont j'ai été mhm, traitée. Et dans cette instancité, ce n'est plus arrivé, mais j'ai toujours plus ou moins des reflux gastriques dus à bon plusieurs choses. On avait vu ça, je crois la mhm, semaine dernière. Donc voilà, j'ai déjà eu cette maladie et je suis contente de l'avoir aujourd'hui où je suis en mhm, cabinet parce que nous avons tellement de patients qui viennent avec ces douleurs, en fait des douleurs du mal d'estomac en mhm, fait quoi. Disons ça, c'est presque les mêmes douleurs voilà. Et ayant déjà eu ces douleurs et vu les symptômes que j'avais aussi eu au début, généralement je les comprends très mhm, bien en fait. mhm, Parce que moi, au début, j'avais eu ça quand les douleurs ont commencé. J'avais tellement mal et ça se projetait dans le dos et vers le cœur aussi, puisque c'est là que l'estomac se trouve un peu. Donc, j'avais atterri chez un cardiologue. Le lendemain, j'ai dormi, j'ai eu tellement mal dans la nuit, je suis directement allée le lendemain chez un spécialiste cardiologue, que j'ai mal au cœur, vraiment, je vais mourir. Il a fait tous les examens, il n'y avait rien. Et il me dit, bon, peut-être ça vient du dos, parce que j'avais aussi mal au dos, donc les douleurs étaient aussi projetées vers le dos, en fait. Et on regarde le dos, rien. C'est plus tard, avec le temps, on m'a demandé justement de faire une gastroscopie et c'est plus tard qu'on a donc découvert, disons quelques jours après, qu'on a découvert que c'était un ulcère en fait. Et puis ça a été bien traité. C'était justement un ulcère dû à l'Helicobacter exact. pylori. Donc c'est ça, donc la Voilà. description que tu en fais, Tiffaine, c'est exactement ça, hein. Les patients ont de la douleur et ça peut être une douleur qui est autour du creux qu'on dit épigastrique et juste si vous mettez la main sur le ventre, juste en dessous du sternum, là où ça devient, ça commence à être souple, parce que le sternum c'est comme un os un peu dur, donc en dessous ça commence à être souple, juste pas loin de la partie qui est proche du cœur. Et cette douleur-là est souvent sous forme de brûlure et ça arrive le plus souvent loin du repas. C'est d'ailleurs un des facteurs qui parfois peut soulager les patients. Le fait de manger, ça soulage temporairement les douleurs et après ça recommence. Et donc ces douleurs-là peuvent être très très intenses et puis dans certains cas, ça peut donner aussi des saignements. Donc les gens vomissent du sang. Donc c'est dû au fait que les ulcères vont être proches des vaisseaux. Miché, tu voulais réagir sur la clinique de cette maladie ou Emmanuel? Ouais, ben, je voulais bien réagir si Miché. Ouais, vas-y, Miché va Ok. réagir après. Donc, d'accord. Ben, vraiment, dans ma famille immédiate, je dirais, je n'ai pas vraiment connu des cas d'ulcère, mais seulement j'ai ma famille un peu plus éloignée où une famille entière, dont le père et les enfants, et surtout les garçons, ont tendance justement à avoir un mal d'estomac vraiment persistant. Donc, ils ont une grosse sensibilité. Ça m'a toujours marqué. Chaque fois que j'étais invitée dans cette famille-là à déjeuner ou dîner, c'était le moins d'épices possible. Et même quand j'invitais mes cousins un peu plus éloignés chez moi à manger, c'était vraiment, il fallait que je fasse attention parce qu'ils supportent vraiment pas d'épices. Alors là, je me demande, est-ce que quelque part, il y aurait peut-être une prédisposition génétique qui serait aussi liée vraiment à l'occurrence de ces ulcères-là. Et l'intervention de Tiffaine m'a aussi fait penser par ailleurs à une amie québécoise même ici qui une fois m'a dit que après un voyage en Asie, elle ne sait plus trop ce qu'elle avait mangé, mais elle a vraiment perdu le contrôle complètement sur son estomac. Il était vraiment moins fiable, elle savait plus, elle avait des douleurs et elle a fait un peu de l'errance diagnostique aussi en raison de cela.
Donc, donc je me demande, est-ce que quelque part, c'est justement une maladie qui pourrait avoir une prédisposition génétique ou pour laquelle il y aurait une prédisposition génétique et pour laquelle, comme disait Tiffen, il y a très souvent des cas d'errance diagnostique. C'est une super question que tu mentionnes, Emmanuel. La question va nous entraîner justement sur l'épidémiologie. L'infection à Helicobacter pylori est une infection planétaire, donc c'est présent dans quasiment toutes les populations. Je vis et travaille au Québec. On en voit régulièrement ici chez les enfants qui sont nés au Québec, qui ont grandi au Québec. Il y a par contre une prévalence qui varie d'une région du monde à l'autre. En Afrique, par exemple, c'est une prévalence très très élevée. Quasiment 90% des adultes ont été en contact à un moment donné avec cette bactérie-là, Helicobacter pylori. Par contre, le fait d'avoir été en contact avec la bactérie ne signifie pas qu'elle va donner des conséquences néfastes. Donc, lorsqu'on a la bactérie, lorsqu'on est en contact avec la bactérie, il n'y a qu'environ 10% des personnes qui vont développer un ulcère, par exemple. Donc, ça veut dire que les 90% autres vont l'éliminer et à ce moment-là, ne pas s'en rendre compte. Et certains patients, sans faire des ulcères, peuvent faire des gastrites. Et les gastrites, c'est quoi? C'est des tableaux d'ulcération ou des petites boules dans l'estomac. Je vous mettrai tout à l'heure une photo. Et ça s'appelle des gastrites nodulaires. Et ces nodules, ce sont vus à l'endoscopie. On parlera des outils diagnostiques tout à l'heure. Donc, c'est pour dire que déjà la prévalence est importante et le fait que certaines personnes développent les ulcères ou la gastrite dépend à ce moment-là de la sensibilité de plusieurs choses. La sensibilité déjà de la bactérie, donc il y a des facteurs de virulence de la bactérie, notamment un facteur qui est la présence d'une cytotoxine qu'on appelle VACA. Bon, le nom c'est juste pour décrire que certaines souches de cette bactérie-là vont être le plus souvent associées aux ulcères alors que d'autres souches ne vont donner des ulcères que dans 30%. Les personnes qui ont la souche qui est liée à ce VAC, donc la souche CAG-A, donc vont donner dans 80 à 100% des cas les ulcères. Donc c'est quelque chose qui est important. Alors que dans les ulcères qui n'ont pas cette souche, la plupart du temps, les patients seront infectés mais asymptomatiques. Alors que c'est des facteurs liés à la bactérie, il y a d'autres facteurs qui sont individuels liés à l'hôte. Et on sait par exemple que les personnes, selon les régions, vont développer plus ou moins les ulcères. Donc, ce sont des facteurs génétiques qui peuvent modifier le fait que ces bactéries vont s'accrocher sur la muqueuse de l'épithélium. On va le voir tout à l'heure, c'est des bactéries qui ont des flagelles. Et donc, pour faire j'allais dire leur sale boulot, il faut qu'ils s'accrochent sur l'épithélium gastrique et après pénètrent, diffusent les enzymes qui vont permettre d'éliminer donc l'acidité et créer l'action nocive à travers des hormones. Donc ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est les facteurs qui sont liés aussi aux facteurs associés, comme les anti-inflammatoires. Le fait d'avoir la bactérie plus de prendre des anti-inflammatoires va augmenter le risque. Le fait de fumer aussi va être associé à un risque un peu plus augmenté. Donc voilà un peu Et Et l'alcool l'alcool aussi, du aussi, coup. tout à fait, parce que ça fragilise d'autant plus la muqueuse. Excellent. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, donc un petit refresh rapide. On vient à peine de commencer sur cette room, la première de la série des rooms sur l'histoire de la médecine. Aujourd'hui, on parle de la découverte des Helicobacter pylori. On a introduit le tableau de l'ulcère en parlant de la sémiologie clinique avec les douleurs, les vomissements, l'anémie et perte de sang. On parlait de la prévalence, donc qui peut atteindre jusqu'à 50% à l'échelle mondiale, mais dans certaines régions du monde jusqu'à 90% des adultes. Et par contre, la distribution de l'ulcère et de la gastrite à Helicobacter pylori est observée dans quasiment tous les pays, même dans des pays où ils sont considérés comme une faible prévalence. On en voit chez les enfants et les adultes ici au Québec, par exemple. Donc voilà un peu où on en était rendu. Est-ce que finalement Miché veut réagir sur la prévalence, la distribution?
Son micro est peut-être fermé. Donc sinon, on va passer à la bactérie en elle-même. C'est quoi cette bactérie, d'où elle vient, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Vas-y, Emmanuel. Emmanuel? Oui, j'aurais une petite question justement. Tu as évoqué, Dr. Pré, le fait que les anti-inflammatoires puissent être à l'origine d'un ulcère. Mais est-ce que ça s'applique pour les médicaments en général? Parce qu'on voit souvent sur les notices de médicaments manger avant de les prendre et tout. Est-ce que ça aurait un lien? Est-ce que c'est pour protéger l'estomac la plupart du temps? C'est juste une question. C'est une excellente question. Là, les médicaments qui donnent des ulcères, c'est vraiment les anti-inflammatoires parce qu'il y a un mécanisme direct lié sur la physiopathologie. Donc, les anti-inflammatoires, par le biais des prostaglandines, vont avoir une action nocive. Par contre, d'autres médicaments peuvent être associés à des irritations, surtout si ces médicaments sont pris à jeun, sans eau. On le voit souvent des irritations, mais plus volontiers sur l'œsophage, notamment certains antibiotiques qui font partie de la classe des quinolones. Donc, c'est des choses qu'on peut observer et on appelle souvent ce type d'ulcère des kissing ulcers. Donc, c'est les ulcères qui se font des bisous parce que lorsqu'on regarde leur présentation, elles sont situées face à face et donc c'est en lien avec le médicament qui est resté collé. Alors que pour ce qui est des anti-inflammatoires, c'est vraiment un mécanisme directement lié aux prostaglandines avec les enzymes COX qu'on observe et dans ce contexte-là, c'est souvent l'action même moléculaire que le fait de le prendre. Mais on dit souvent de prendre à jeun parce que effectivement, de le prendre avec les repas pour minimiser l'action. Mais la plupart du temps, c'est vraiment le mécanisme moléculaire qui est différent du mécanisme de contact sur la muqueuse. Excellent, merci. Il y a aussi Ikma qui nous a rejoint. Bonjour Bonjour. Ikma. Oui, bonjour Ophélie, bonjour Dr. Pré, Emmanuel, bonjour tout le monde. Bonjour, Igma. Tu avais peut-être une question aussi avec ce que vient de dire Dr. Pré? Non, pas du tout. Je viens de vous rejoindre, donc je préfère écouter un peu avant de poser mes Parfait. questions. Merci Ophélie. Est-ce qu'au tu n'hésites Maroc, il y pas. en a beaucoup qui souffrent d'ulcères dans ton entourage ou... Ah oui, certainement. Je pense que le problème d'ulcère et d'imperméabilité des intestins et tout ça, je pense que ça prend de plus en plus, c'est-à-dire ça prend des ampleurs grandissantes aujourd'hui et même dans la société marocaine, parce que nos habitudes alimentaires ont changé. Moi, je pense que c'est surtout ça. On est plus axé sur la mauvaise alimentation et donc moi je pense surtout que c'est notre mode de vie qui fait que nous avons de plus en plus d'ulcères au Maroc et voilà. D'accord. Donc, une des choses justement qu'on va discuter aujourd'hui, c'est le lien entre l'ulcère et la bactérie Helicobacter. Donc, historiquement, on avait mis sous le dos du stress ces ulcères et les patients, historiquement, étaient traités par des anti-ulcéreux, des antisécrétoires gastriques, des médicaments pour diminuer l'acidité et certains étaient même opérés, notamment ceux qui avaient des ulcères sévères. Et une des conséquences, par exemple, de l'ulcère dont on n'a pas parlé, qui est important à revenir dessus, c'est le risque de cancer de l'estomac. Et donc, dans ce contexte-là, les équipes ont, avec le temps, mis en évidence une bactérie, la bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori. Donc, ça a été un long parcours, un long cheminement pour arriver à faire comprendre à la communauté médicale qu'il y aurait un lien entre cette bactérie et les ulcères. Donc, il y a eu beaucoup de publications qui ont été faites dans différents pays, initialement pour décrire des tableaux, des associations. Et finalement, c'est l'acharnement de ces deux hommes, donc Barry Marshall, que vous voyez sur ma photo de profil, c'est lui qui est à gauche, et Robin Warren à droite. Donc, Robin Warren, c'était un anatomopathologiste, donc c'est une spécialité médicale qui correspond à l'étude et l'analyse au microscope des prélèvements des tissus
des organes, etc. Et cette spécialité donc va aller chercher l'infiniment petit, puisqu'on peut faire la microscopie optique. Donc ça, c'est avec un grossissement de l'organe qui peut aller jusqu'à 40 fois. On peut faire la microscopie électronique, qui est un grossissement encore plus important. Je vous montrerai tout à l'heure une photo où on est comme dans un monde tridimensionnel pour aller voir l'infiniment petit. Et donc, le docteur Warren était pathologiste et commençait à remarquer ces petites choses sur les prélèvements des muqueuses intestinales. Et puis, un jour, il a été en contact avec le docteur Barry Marshall, qui est un jeune médecin chirurgien qui a été intéressé par ces trouvailles. Donc, il lui a demandé de faire une documentation de la littérature pour voir un peu s'il y avait un tableau de publication derrière. Et puis ensuite, ils ont réussi avec beaucoup de conviction, à démontrer aux yeux de la communauté médicale l'association. Donc, ces deux médecins australiens qui ont été donc primés en 2005 pour le prix Nobel de médecine devant la mise en évidence de ce lien. Et ça a révolutionné beaucoup la prise en charge de l'Helicobacter pylori et on a moins de chirurgie, on a une éradication avec des antibiotiques. Donc la bactérie, son nom c'est Helicobacter pylori, donc c'est une bactérie qui est, on dit, avec des flagelles et ce sont ces flagelles qui l'aident à se faufiler à travers le mucus gastrique, parce que le mucus gastrique c'est comme une fine couche de liquide qui protège la muqueuse et cette bactérie va se faufiler pour aller atteindre l'épithélium gastrique. Mais elle ne va pas pénétrer dans l'épithélium, elle va rester sur cette surface de l'épithélium et produire des choses intéressantes, des enzymes qui s'appellent en particulier l'uréase. On verra un peu plus tard comment on fait le diagnostic. Et ces enzymes-là vont permettre l'hydrolyse de l'urée en ammoniac. Donc l'urée va être transformée en ammoniac et c'est cet ammoniac-là qui va neutraliser l'acidité gastrique autour de la bactérie. Et c'est pour ça qu'elle survit. Donc on voit tout de suite une des raisons pour lesquelles la communauté scientifique était incrédule. C'est parce qu'on a longtemps pensé qu'aucune bactérie ne pouvait survivre à un milieu aussi acide. Je rappelle que le pH peut atteindre un niveau de 2. Donc, la bactérie étant très maligne, elle a réussi à faire en sorte comme une coque de protection autour d'elle pour éviter cette dégradation. Donc, voilà un peu. Tu avais une petite question, Ikma? J'ai vu ton micro s'ouvrir. Oui, j'avais une question, Oui, si je bien peux me sûr. permettre, par rapport à l'acidité, parce que parfois j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe, c'est que quand une personne, par exemple, elle a le reflux, on appelle ça le reflux gastrique. Gastro-œsophagien. Ok. Donc le reflux, généralement, les médecins ils prescrivent des Oui. antiacides, c'est-à-dire, alors que moi j'avais lu un jour dans un livre de médecine d'ailleurs, j'avais lu comme quoi le reflux c'était surtout un manque d'acidité, c'est-à-dire que s'il y avait assez d'acidité dans l'estomac, cette valve elle va se fermer. Bon là je suis peut-être en train de dire n'importe quoi. Et il n'y aura pas ce reflux. Donc le reflux, c'est justement une baisse d'acidité qui fait qu'il y ait une prolifération de bactéries et c'est ce qui fait cette remontée d'acide. Et donc parallèlement, lorsque un patient prend des antiacides, est-ce que cela favorise justement une prolifération de l'hélicobactère et donc, in fine, un ulcère? Non, effectivement, le mécanisme de reflux, c'est dû au fait que l'acidité normale de l'estomac est un des éléments naturels pour aider à la première étape de la digestion. La phase de malaxation gastrique va être associée avec l'acidité à un broiement des aliments. Donc c'est normal qu'il y en ait dans l'estomac de l'acidité. Et ça suit aussi un rythme un peu considéré comme un rythme circadien en lien avec les repas. Donc, dès l'instant où on a commencé à penser à manger, on a les cellules du fond de l'estomac qu'on appelle les cellules pariétales qui vont commencer à produire l'acidité et être prêt à libérer dans l'estomac
lorsque le repas arrive. Et donc, cette acidité, normalement, ne devrait pas remonter vers l'œsophage. Et ça arrive parfois quand la valve est un peu incompétente. C'est pour cette raison qu'on a des brûlures à l'œsophage lorsque ça remonte. Donc, la particularité de cette acidité, c'est qu'elle va être associée, dans le cadre de cette bactérie, à une hyperproduction. Donc, non seulement il y a une acidité normale, mais en plus, la bactérie va entraîner une hyperproduction de cette acidité qui ne va pas l'agresser, la bactérie, puisqu'elle va avoir une couche protectrice. C'est pour cette raison que le traitement de l'ulcère par juste des antiacides ne suffirait pas, parce que la bactérie va rester présente, même si on diminue le pH de l'estomac, parce qu'elle a sa petite coque qui l'enveloppe, donc elle devient un peu autonome dans son milieu. Et c'est la raison pour laquelle il faut traiter, en plus des antiacides, il faut traiter par antibiotiques. Et c'est quelque chose qui permet justement l'éradication. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, mais donc d'après moi, j'ai toujours l'impression que c'est un cercle vicieux entre antibiotiques, antiacides et bactéries. Parce que ce sont justement les antibiotiques qui règlent la biote intestinale, antibiotiques, donc, et aussi l'antiacide, il diminue l'acidité de l'estomac. Donc ces deux éléments, pour moi, ils ne font que favoriser la prolifération des bactéries et donc un dérèglement de la flore. Oui, les antibiotiques dans le cadre de ce traitement, c'est des antibiotiques qui sont à courte durée. On parle de 2 semaines. Donc, c'est différent effectivement des personnes qui vont prendre des antibiotiques régulières qui, pour le coup, c'est le microbiote intestinal qui est perturbé à la fois au niveau du côlon et à un moindre degré au niveau de l'intestin grêle. Donc, la muqueuse et le milieu gastrique, il y a très peu de bactéries, comme on le disait en préambule. Donc, ça veut dire que l'influence des antibiotiques à ce niveau est très faible. Par contre, ce qu'on observe après des prises régulières d'antibiotiques, c'est qu'il y a une perturbation du microbiote de l'intestin grêle et du côlon. Et ça, c'est quelque chose qui peut entraîner d'autres conséquences, mais plutôt à ces niveaux-là, beaucoup plus bas situés. Donc, c'est un peu différent des impacts sur l'estomac et sur l'œsophage. C'est pour cette raison que les personnes qui ont des reflux gastro-œsophagiens, qui ont un tableau prolongé, on leur donne même des antiacides pendant longtemps, parce que les conséquences peuvent être néfastes sur l'œsophage, par exemple, en termes de cancer, etc. Est-ce que c'est un peu plus clair pour toi, Ikma? Oui, merci beaucoup, Dr. Pré, pour ta réponse et merci Donc, c'est beaucoup. toujours mieux de traiter que de minimiser surtout les personnes qui ont des gros reflux acides. Et puis, pour la bactérie, quand il y a un ulcère, il faut vraiment l'éradiquer et puis contrôler l'éradication, on verra tout à l'heure. Il y a aussi Abdul qui nous a rejoint on stage. Bonjour. Bonjour. Bonjour Dr. Pré, bonjour Feli, bonjour à tous les autres. Merci de m'accepter sur le stage. Je suis très intéressé par le sujet parce que autour de moi, des personnes qui en ont vraiment souffert de l'ulcère d'abord et ensuite de l'hélicobactère qui a été découvert longtemps après. Du coup, je ne sais pas si le docteur a déjà abordé la question du diagnostic, mais c'est ça que je voulais demander. Parce que j'ai une sœur, par exemple, qui vit en France aujourd'hui, mais avant, il y a 5 ans, elle était en Côte d'Ivoire et ça fait 12 ans qu'elle souffre de problèmes d'ulcère et on n'est pas arrivé en fait à déterminer la cause de cet ulcère-là. Et une fois en France, elle a refait un bilan et c'est 2 années après que, je sais pas, lors d'un contrôle, ils ont identifié le fait que ils se sont rendus compte que c'était une bactérie. Et là, typiquement, l'Helicobacter pylori. À la suite de cela, elle a suivi un traitement. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc, ma question, c'était c'est quoi, en fait, l'examen approprié pour identifier cette bactérie-là? Et est-ce que la bactérie est capable, en fait, de se dissimuler de telle sorte que
elle n'est pas évidente en fait à voir. Merci beaucoup, Abdul. Merci. C'est une excellente transition, justement, que tu nous apportes, puisqu'on va entrer à pieds joints dans la question du diagnostic. Donc, pour poser le diagnostic d'ulcère, il y a un seul examen qui est réalisé, c'est l'endoscopie. Ça arrive parfois, par exemple, des gens font une échographie et que le radiologue dit qu'on a vu quelque chose sur la paroi, mais c'est pas vraiment l'examen idéal. L'échographie n'a pas cette précision pour aller voir la muqueuse interne, surtout de l'estomac et du duodénum. L'autre examen parfois que les gens peuvent voir, c'est le repas barité. On fait boire de la barite et on voit comme une petite empreinte négative. Là aussi, c'est pas des examens pour le diagnostic de l'ulcère. Donc, le gold standard, donc l'examen phare, c'est vraiment l'endoscopie digestive haute. C'est-à-dire, passant par la bouche, on entre dans l'œsophage, on arrive dans l'estomac et on va, après l'estomac, on passe dans le bulbe. Le bulbe, c'est cette première portion qui est juste après l'estomac. Et ensuite, on va dans le duodénum. Le duodénum, c'est la partie de l'intestin qui est au tout début. Donc, c'est la première portion de l'intestin. Donc, ça, c'est l'endoscopie qui se fait à tout âge. Nous, en pédiatrie, on le fait même chez les bébés de moins de 1 mois, par exemple. Et chez les plus grands, on le fait jusqu'à 18 ans. Et chez les adultes aussi, ça se fait. C'est un examen qui est pas très long. Il prend en général 5 minutes. Et lorsqu'on fait l'endoscopie digestive haute, parfois appelée OGD, vous entendrez souvent ce terme OGD, pour un acronyme qui veut dire œsogastro-duodénoscopie. À ce moment-là, on va faire deux choses. Premièrement, on va voir avec les yeux, donc ce qu'on appelle l'œil humain. Ensuite, on va faire des biopsies. Les biopsies, c'est des petits morceaux qu'on prélève sur la muqueuse. Je vous mettrai tout à l'heure sur ma photo. Vous ferez un PTR tout à l'heure pour voir à quoi ça correspond. Donc, ces petits morceaux, on explique souvent aux familles que c'est comme la taille de la pointe d'un stylo. C'est vraiment tout petit. Et donc, pour arriver ensuite à analyser cette petitesse du morceau, il faut pouvoir aller faire une analyse au microscope, d'où l'importance lorsqu'on va faire ces biopsies d'envoyer en pathologie. Donc ça, c'est une chose qui est essentielle, donc l'analyse pathologique. Alors l'analyse pathologique va regarder au microscope la présence de cette inflammation de la muqueuse. Ça, c'est la première chose que ça va voir, l'inflammation de la muqueuse avec certains globules qui sont abondants, certaines cellules qui sont désorganisées au niveau de la muqueuse. Et ça va montrer aussi une chose essentielle, la présence de la bactérie. Mais pour le voir, il faut faire une certaine coloration pour voir, parce que c'est pas une bactérie qui va se voir avec une analyse microscopique standard. Donc cette analyse-là va nécessiter une certaine coloration pour apparaître sur la muqueuse. Ensuite, la troisième chose, au-delà de l'analyse de la muqueuse, l'inflammation et la visualisation de la bactérie, c'est qu'on peut envoyer ce morceau, ce petit morceau de la muqueuse de l'estomac, on peut l'envoyer en bactériologie pour analyser la culture de cette bactérie et, chose essentielle, analyser l'antibiogramme. L'antibiogramme, ça veut dire la possibilité d'une bactérie de réagir à un antibiotique X ou un antibiotique Y. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel aussi parce que ça permet de choisir le meilleur antibiotique et éviter des traitements qui sont inefficaces. Donc, si vous faites un PTR, donc vous rafraîchissez l'écran, vous allez voir ce qu'on appelle la biopsie avec donc une aiguille toute petite qui va prélever un bout de muqueuse. Donc, si on fait une endoscopie sans biopsie, on peut passer à côté le diagnostic de Helicobacter pylori. Donc, c'est vraiment important cette biopsie. D'accord. Est-ce Merci, que tu vois docteur. la photo si tu rafraîchis l'écran? Après, je vous mettrai la photo de la bactérie au microscope. Ça va être intéressant aussi. Oui, je vois la photo. Et d'ailleurs, en fait,
Ça me fait penser à un examen que j'avais fait parce que moi aussi je souffre de douleur. Je pense qu'on avait parlé tantôt, on avait parlé en fait tantôt lors d'une room, je sais plus laquelle d'ailleurs. J'avais fait mention en fait de douleur que j'avais au niveau du ventre. Et jusque-là, en fait, je suis pas vraiment arrivé à identifier la cause de ces douleurs-là. Mais j'avais fait en 2018 une fibroscopie C'est gastrique, ça, je crois. c'est Est-ce que ça, l'autre nom de l'endoscopie. Donc, la fibroscopie gastrique, c'est une autre appellation. Donc, parfois, on va parler de endoscopie, parfois de gastroscopie, parfois de OGD. Il y a beaucoup d'appellations, mais c'est le même type. Par contre, ce qui est différent, c'est le fait de faire ou pas une biopsie. Et ça, c'est quelque chose qui doit être fait pendant l'examen, tout à fait. et pendant cet examen-là, en fait, dans le compte rendu qui m'avait été remis, je crois que c'était écrit fibroscopie œsogastro-duodénale normale et biopsie entrale et fondique systématique à la recherche justement de l'Helicobacter pylori. Mais je ne me souviens pas avoir eu le résultat de la recherche de l'Helicobacter pylori, donc du coup j'ai éventuellement pas eu de traitement C'est par rapport ça. à Je ça. te conseille à ce moment-là de te tourner vers le médecin pour voir ce qu'il en est des résultats, parce que effectivement, c'est quelque chose qui arrive dans un deuxième temps. Donc, cette analyse. Nous, dans notre centre, ça prend 2 semaines, mais parfois ça peut prendre plus longtemps, dépendant des centres. Donc, c'est pour ça que c'est pas instantané. Il existe un nouveau test qu'on appelle un test à l'uréase. C'est quelque chose qui est disponible dans certains pays, dans certains centres, qui permet de faire au chevet du patient pendant l'endoscopie un test assez immédiat. Et donc ça, c'est quelque chose qui est aussi possible. Donc n'hésite pas à te tourner vers le médecin pour avoir plus de détails. Donc moi, je veux vous mettre à l'instant une autre photo si vous voulez faire le rafraîchissement. C'est la photo au microscope. Donc on passe de l'œil humain à l'œil microscopique. Donc vous voyez tout de suite qu'on passe à des tailles d'agrandissement jusqu'à 40 fois. Donc c'est comme si vous prenez une feuille et vous agrandissez 40 fois. Donc ça va faire quasiment la surface d'un appartement. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi intéressant parce que ce qu'on voit là, tout ce qui est marron au milieu, ce sont les bactéries. Vous voyez toutes les petites grains marrons là, si vous cliquez sur l'image, ce sont les Helicobacter pylori. Donc ça a la forme d'une arachide dans sa coque avec des petites flagelles à l'extrémité. Et parfois il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup et c'est vraiment abondant. Et donc cette bactérie là est présente dans la muqueuse au niveau de l'estomac ou du bulbe. Et là, c'est une photographie de la Oui, muqueuse, ça, mais docteur? agrandi, c'est agrandi jusqu'à 40 fois et avec un colorant qui permet de mettre en évidence justement la bactérie. Impressive. Parfait, Ophélie. Alors, il y a aussi Endai qui nous a rejoint en stage. Bonjour, Ndiaye. Bonjour. Oui, bonjour docteur, ça va? Comment Très vous bien, allez? merci. Et toi aussi? Oui, je vais bien, merci. Super. En fait, moi j'avais juste une question, si vous me le permettez. Absolument, c'est le but de ces rooms, de pouvoir partager, discuter. Exactement. Bon, moi je me posais la question à savoir, est-ce que si on n'associe pas le traitement pour éradiquer l'Helicobacter pylori avec un antiacide, est-ce que les antibiotiques vont pouvoir faire leur absorption au niveau de l'intestin avec, Justement, ta question est importante. On va arriver tout à l'heure sur le traitement, absolument. On va parler justement du traitement et du contrôle d'éradication. Donc, effectivement, ta question en comporte deux et on pourra répondre à ça. Est-ce que ça te convient? Ok, merci. Donc, tu peux rester avec nous. On va arriver sur le traitement. Je voulais mettre une troisième image parce que c'est toujours intéressant
de pouvoir visualiser. Et cette image, c'est l'image de l'ulcère. Donc, si vous faites la même chose, le PTR, vous allez voir l'ulcère qui est... Ophélie, tu le vois, l'ulcère? Oui, en effet. Donc, peux-tu nous décrire? Je te dérange. Euh, je, je, je dirais qu'il y a un trou, qu'il y a des C'est ça. taches. Tout ce qui est blanc comme ça, c'est tout ce qui est ulcéré. C'est les blancs ou le En fait, jaune? le jaune, c'est la bile. Donc, la couleur jaune, c'est la bile D'accord. qui, normalement, est dans l'intestin, mais qui, parfois, on peut retrouver dans l'estomac s'il y a du reflux de bile. Par contre, l'ulcère, vous voyez, sur l'image, il y a comme une zone blanchâtre qui a une forme un peu, j'allais dire losangique, une forme un peu losangique. Et cette zone-là est creusante. Et si vous voyez en dessous de cette zone, il y a un trou. Ce trou-là, c'est le passage pour aller vers l'intestin. C'est ce qu'on appelle le pylore qui amène vers le bulbe. Donc on est ici sur un ulcère de l'estomac qui est quand même assez gros. Donc c'est le premier examen qu'on a donc disséqué, détaillé, qui s'appelle l'endoscopie avec biopsie. Le deuxième examen, qui est un examen pour voir la bactérie, c'est un test qu'on appelle le test respiratoire à l'uréase. Donc ça, c'est un test encore radioactif. En fait, on va ingérer de l'urée marqué avec un isotope. Donc ça, c'est une solution d'urée qui est marquée avec l'isotope C14, C13. Et lorsqu'on fait cette ingestion, s'il y a de l'uréase dans l'estomac, il y a une réaction enzymatique. C'est là où, Ophélie, c'est intéressant de se rappeler pourquoi on faisait la chimie à l'époque à la fac. Oui. Donc, cette réaction enzymatique va entraîner une libération du CO2. Donc, le CO2, c'est un gaz qui est donc ensuite éliminé par les voies respiratoires. Donc, vous voyez tout de suite où je vais en venir. Ça veut dire que pour diagnostiquer avec ce test-là, c'est de faire boire un produit liquide à la personne et lui demander de souffler dans un tube. Et ça donne justement cette positivité lorsqu'il va souffler, puisque les gaz expirés donc, vont être analysés dans le tube. Donc c'est un test qui a quand même une bonne sensibilité, spécificité, autour de 90%. Donc juste pour rappeler, la sensibilité, c'est lorsqu'on a un test positif, le fait que ce test-là permette de bien identifier la maladie qui est présente, alors que la spécificité, c'est lorsque le test est positif, ça permet de confirmer que c'est en lien avec la maladie et pas autre chose. Donc, ça permet d'éliminer, une bonne spécificité permet d'éliminer des faux positifs, alors qu'une bonne sensibilité permet d'éliminer des faux négatifs. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir ça. Donc, c'est sûr que, oui, vas-y, Ophélie. Et donc, après, avant, quand il parlait justement du stress comme cause de l'ulcère, il faisait comment pour le diagnostic? La même En fait, étape? lorsqu'on faisait, c'était beaucoup plus par l'endoscopie. On fera une room spéciale histoire de l'endoscopie, mais c'est quelque chose qui était juste visuel. Les biopsies, on n'arrivait pas forcément à en mettre en évidence, mais on voyait l'ulcère et on disait que c'est le stress, parce que souvent c'était des hommes fumeurs, stressés, 4 de bureau, plein de facteurs qui faisaient qu'on pensait que c'est le stress. Et c'est pour cette raison que l'hypothèse bactérie était très pas du tout retenue par la communauté médicale et ça a été un acharnement énorme pour arriver à... Et aussi l'autre chose qui était difficile, c'était le fait de faire cultiver cette bactérie, c'était difficile. Et l'une des choses qui a été d'ailleurs aussi, comme on dit, les accidents de l'histoire, c'est le fait que en ayant mis un morceau de biopsie dans une boîte de pétri, et c'était un long week-end, ils se sont rendus compte finalement au bout de 3 à 5 jours, je crois que c'était même 5 jours, que la bactérie commençait à proliférer. Donc c'est à ce moment-là où on voit que effectivement c'est une bactérie qui met du temps à pousser. Donc ce sont les défects de l'histoire qui ont permis d'avancer aussi. Et puis l'acharnement beaucoup de ces deux chercheurs. Donc les colorations qu'on a vues tout à l'heure, c'est des colorations importantes. Le test à l'uréase, c'est un test important, mais qui est beaucoup plus utilisé sur le fait de faire des contrôles que sur le diagnostic. Vas-y, Emmanuel.
Donc, c'est une bactérie anaérobe, hein, on dira, non? Alors peut-être qu'on peut préciser ce que c'est anaérobie pour les personnes qui Ben, une ne bactérie savent pas, qui est capable de de se pousser en développer sans absence oxygène. d'oxygène. C'est ça, Helicobacter, c'est une bactérie à gramme négative et qui effectivement, elle peut pousser en présence d'oxygène, mais elle est beaucoup plus longue à cultiver, c'est pour ça. Donc c'est ça sa particularité, c'est qu'elle a... Ok. Alors de même, gramme Ah oui, négatif, donc c'est d'après. des colorations qui sont présentes lorsqu'on met des bactéries en culture. On attend plusieurs jours et ensuite on fait des colorations pour voir si elles vont être réactives par les colorations. Exactement. Mm. Euh, donc, après, j'ai une petite question par rapport à la photo de ton ulcère, de Oui, l'ulcère en fait, pas le tien. c'est mon estomac. Donc, les plaques blanches là que les formes losangées et tout, est-ce que ça, ce serait une Les infection? plaques blanches, c'est en fait lorsqu'il y a un ulcère, le mucus va s'accrocher dans ce creux. Imaginez les routes de Montréal, pour ceux qui sont au Québec pendant l'hiver, quand il y a beaucoup de crevasses, on peut avoir des flaques d'eau qui s'installent. Et ces taches blanchâtres, c'est du mucus qui est naturellement produit, mais qui ne se voit pas autour de la muqueuse parce que ça s'évacue dans les selles, puisque tout ce mucus. Et là, ça reste visible. C'est pour ça que c'est blanchâtre. Et lorsqu'on fait l'endoscopie et qu'on fait un petit lavage avec de l'eau, ça décroche tout ce mucus qui est un peu de la fibrine, etc. Et donc, on voit l'ulcère comme une plaie. C'est vraiment comme une plaie qu'on observe. Ah, super, Merci à merci. toi. Donc ça, c'est les deux tests les plus intéressants. Après, il y a deux autres tests. Ensuite, on va parler des traitements. Les deux autres tests que malheureusement certains prescrivent pour le diagnostic et que on sait actuellement que c'est pas un test pour le diagnostic, ce sont les anticorps. Vous avez beaucoup entendu parler d'anticorps dans la période de Covid où les gens disaient après un Covid, les anticorps. En fait, c'est des marqueurs sanguins qui sont élevés lorsqu'on a été en contact avec une bactérie, un virus ou tout autre agent infectieux. Ces anticorps sont de deux types. Il y a les anticorps IgM et les anticorps IgG. Mais dans le cadre de l'infection à Helicobacter pylori, c'est les anticorps IgG qu'on peut trouver dans le sang. Et donc, ça reste assez longtemps depuis le moment où on a été en contact avec la bactérie. Donc, c'est pas un test qu'on utilise pour le diagnostic. Donc, c'est vraiment quelque chose à éviter. Donc, si un médecin va vous prescrire pour faire le diagnostic, dites non. C'est pas un test de diagnostic. Pourquoi on l'utilise alors? Pourquoi on l'a utilisé En à ce fait, moment-là? Enfin, ça a pourquoi on été un des l'utilisait? premiers tests qui était disponible lorsque on avait identifié la bactérie parce que c'était beaucoup plus difficile de faire cultiver justement la bactérie et on se rend compte que il persiste longtemps, donc il ne témoigne pas que la bactérie est active ou pas, qu'on a éradiqué ou pas, donc il ne permet pas de prendre des décisions sur les traitements, etc. Donc c'est ça la particularité de ces tests. D'accord. Et puis le dernier, qui est aussi un test très intéressant, c'est le test qu'on appelle antigène fécal d'Helicobacter. Donc ça, c'est un test que les gens n'aiment pas beaucoup, hein. Quand on demande aux gens de faire un prélèvement de sel, c'est pas avec un grand enthousiasme, mais c'est un test qui est pratique puisqu'on peut le faire de la maison. On prend un petit morceau de caca, on met dans un bocal et on amène au laboratoire. Et ce qu'on va voir, c'est les particules de la bactérie qui sont présentes. Et donc, c'est quelque chose qui est intéressant, surtout pour le contrôle de l'éradication de la bactérie. Donc, c'est plus un test de contrôle. Alors, pour ce qui est des tests, Et c'est moins invasif oui, aussi, tout du à coup. fait, c'est moins invasif et aussi ça évite de faire une autre endoscopie. Et c'est intéressant parce que auparavant, on faisait des endoscopies de contrôle. Ça se fait parfois lorsqu'on soupçonne une résistance ou une récidive. On va en parler tout à l'heure. Abdul? Abdul, tu avais aussi une question? Oui, oui, en fait, justement, sur l'analyse des selles, est-ce que au détour, en fait, d'un contrôle, enfin, d'une analyse de selles qui n'est pas à l'origine pour identifier
un Helicobacter pylori. Est-ce qu'on peut découvrir quand même ou c'est pas Absolument, ta nominatif, tout question ça? est super pertinente. On ne le trouve que si on le cherche, parce que pour mettre en évidence cet antigène dans les selles, il faut effectivement faire des analyses très spécifiques. Si on fait des analyses de selles, par exemple, standard pour chercher un virus ou une bactérie, c'est pas la même chose que de chercher cet antigène fécal. Donc, il faut que la prescription et la requête aient été faites spécifiquement pour cette bactérie, tout à fait. D'accord, merci. Et justement, là, je pense que vous avez terminé, vous avez énuméré les quatre tests pour Absolument. détecter le. Et du coup, ma question, c'est est-ce que c'est discrétionnaire le fait de prescrire ça enfin, à un patient ou comment on décide en fait de prescrire tel ou tel Oui, test? donc c'est effectivement quelque chose qui est bien codifié parce que on a des recommandations des sociétés savantes pour la place de chacun de ces tests. Donc celui qu'on va mettre de côté, qu'on utilise très peu, c'est justement les tests sérologiques parce que ça n'a pas une implication majeure sur la décision. Donc on va dire que celui-là on le met de côté. Ensuite, celui qu'on va utiliser pour le diagnostic initial et faire les biopsies pour permettre de voir l'antibiogramme, ça va être l'endoscopie, donc c'est comme le gold standard. Ensuite, les deux autres vont être utilisés volontairement en test de contrôle d'éradication. Et donc le test respiratoire où on va demander au patient de souffler dans un tube et le test de sel, c'est les deux qui sont utilisés pour contrôler l'éradication. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le monde idéal. Donc comme souvent en médecine, il y a le scénario idéal où tout est accessible et qu'on a le choix. Mais il y a des endroits où, par exemple, l'endoscopie serait pas accessible à tous. Et parfois, dans ce contexte, le test respiratoire est utilisé pour poser le diagnostic. Je ne sais pas si Michel voudrait réagir en matière de diagnostic sur son expérience ou bien Tiffaine sur l'expérience diagnostique, ensuite voir les diversités. J'aimerais bien réagir sur le Oui, diagnostic. En fait, justement, ici en Allemagne, à l'époque, il y a 15 ans, quand j'ai eu l'ulcère là, j'ai été traitée et le contrôle, justement, ils l'ont fait à, par la méthode de respiratoire, test à respiratoire, en fait. l'uréase, c'est ça. L'uréase et tout, justement. En ce temps, c'était ça qui était la méthode commune. Comme le docteur a dit, on a les médecins aussi suivent un certain comment dire, il y a une certaine ligne à Protocole. suivre. Un certain protocole, voilà. Il y a un certain protocole selon les maladies et tout. Donc, à l'époque, c'était le protocole classique. Mais avec le temps, ils ont trouvé plus fiable aujourd'hui de faire plutôt le contrôle par le test Fécal. fécal. Donc aujourd'hui, on fait pour le diagnostic, c'est toujours la fibroscopie ou bien l'endoscopie. Et puis le contrôle, 6 semaines plus tard, ils font le contrôle maintenant avec le test C'est fécal ça. là. Donc en fait, c'est comme ça Parce ici. que l'autre chose aussi qu'on s'est rendu compte avec la Covid, c'est que tout ce qui est respiratoire, c'était aussi un gros défi parce que tous les examens, il y en a plusieurs. On fera une room sur l'intolérance au lactose. On parlera de ces tests de diagnostic, dont un qui s'appelle le test respiratoire au lactose. Et on va se rendre compte qu'avec la Covid, c'est des tests qui étaient un peu plus difficiles parce que on savait pas si les gens sont infectés, on leur demande de souffler dans un tube, etc. Mais les tests fécaux sont assez pratiques parce que on reste à la maison et on fait ça et puis on apporte l'échantillon au laboratoire. C'est juste que souvent les gens, surtout les adolescents, n'aiment pas manipuler leurs selles. Donc c'est un gros défi. Alors Miché, je sais pas si tu voulais réagir aussi. Oui, ma petite contribution par rapport au diagnostic. Bon, dans certains milieux où il y a possibilité de réaliser le test, une détection par le sel, par l'immunochromatographie, ça se fait. Mais généralement, peut-être pour un contrôle, oui. Après, on pourra faire le test, certains tests, mais pour le diagnostic en soi, c'est plus ici un diagnostic clinique, si on peut le dire. Donc, il y a les maladies qui sont liées à l'infection, à l'hélicobacter pylori, mais généralement, les gens qui sont asymptomatiques, peu, iront se faire dépister en soi. Ils iront se faire dépister d'où il y a une personne qui est malade, donc une maladie liée
à une infection à l'Helicobacter pylori, notamment peut-être une ulcère gastrique. Donc la personne présente un tableau clinique, on pourra conclure à un ulcère gastrique ou un ulcère duodénal. C'est en ce moment-là qu'on peut essayer de voir comment diagnostiquer via probablement un examen de sel, ou soit en cas de manque de matériel, parce qu'en soi, l'endoscopie, qu'on se le dise, c'est pas à la portée de tous. En cas de... Il y a même dans certains milieux ruraux où il est impossible de faire un antibiogramme, d'où on se fie quasiment à la clinique et on introduit un traitement. Donc, vous faites un traitement d'épreuve, c'est ça? Exactement. Exactement. Et ce, dans la plupart de cas. Donc, c'est le gros défi, justement, d'accès aux structures sanitaires, parce qu'on parlera tout à l'heure des résistances aux antibiotiques. C'est un enjeu majeur dans cette maladie Helicobacter pylori. Merci beaucoup, Miché. Emmanuel? Oui, donc après, je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, où tu disais qu'il y avait, je pense même au début de la rencontre, qu'il y avait des personnes qui étaient juste porteuses de Helicobacter sans forcément manifester un Exact. ulcère. Et alors, la question qui me venait par rapport à cela, c'est de savoir est-ce que l'hélicobactère serait aussi quelque part un peu opportuniste, dans le sens où peut-être justement chez les personnes un peu plus fragilisées ou chez qui la muqueuse intestinale, pour une raison ou pour une autre, ou n'est pas assez épaisse, euh, peut-être elle se manifesterait plus chez ce type de personnes-là à cause de ces raisons-là. Ou du facteur de virulence pour le coup. Absolument. C'est comme finalement toutes les bactéries qu'on a au sein de notre intestin. C'est-à-dire qu'on vit dans un environnement où on partage l'espace entre nos cellules et les bactéries. Certaines vont privilégier des territoires comme l'intestin grêle ou le côlon. Et elle, Helicobacter pylori, a choisi, elle a fait le pari d'être dans l'estomac. Et c'est un peu la seule qui est un peu pathogénique, considérée comme à la fois présent de façon physiologique et présente de façon pathologique. C'est aussi la raison pour laquelle on a réussi avec certaines analyses à dater des souches de cette bactérie qui remontent à différentes périodes de la vie. Par exemple, il y a des souches qui sont beaucoup plus présentes à l'enfance, d'autres mutations qui font qu'elle va s'adapter et on va l'observer à l'âge adulte ou à un âge plus avancé. Donc c'est une bactérie qui a cette intelligence-là de s'adapter pour survivre et je pense que l'interaction homme-hélicobactère, c'est vraiment ce modèle de coévolution qui sera encore présent pendant longtemps. Donc parfois on va voir des patients qu'on tombe dessus de façon fortuite, sans aucun ulcère, sans aucune... Et souvent dans ce contexte-là se discute la question de traiter ou de laisser faire. Et la plupart du temps on laisse faire parce qu'il y a aussi quelques données qui montrent que d'une certaine manière sa présence pourrait protéger contre certaines maladies. Mais ça c'est tout un autre chapitre qu'on pourra détailler. Mais c'est quelque chose qui est effectivement important, sa présence comme colonisateur du tube digestif. Oui, en fait, ma question allait déboucher justement sur une autre question qui est de savoir est-ce que en fortifiant sa flore intestinale, on parle aujourd'hui beaucoup de probiotiques, ce serait peut-être une des manières de prévenir l'expansion d'un hélicobactère, par exemple? Non, pas vraiment, parce que cette bactérie est vraiment son siège, c'est l'estomac. Donc tout ce qu'on donne justement comme probiotiques et autres vont agir plutôt dans l'intestin. Donc l'équilibre qu'on observe lorsqu'il y a une dysbiose, ça veut dire déséquilibre microbien. Et cet équilibre qu'on essaie d'obtenir par soit des probiotiques, soit même la transplantation fécale, vont plutôt agir au niveau des bactéries qui sont dans l'intestin et le côlon. Donc c'est pour cette raison que pour l'estomac,
Il n'y a pas vraiment de facteurs. Bien sûr, il y a des facteurs, on en a parlé, le tabac, l'alcool, peut-être des médicaments anti-inflammatoires ou d'autres médicaments qui ont une toxicité gastrique à éviter. Et puis, bon, l'alimentation épicée, c'est toujours discuté, mais c'est sûr que si on a une gastrite ou un ulcère, ça ne va pas aider de manger des plats épicés, pimentés, je veux dire. Donc, mais c'est vrai que pour ce qui est des probiotiques, il y a moins d'impact sur le, la, la gastrite ou la bactérie Helicobacter pylori. Merci beaucoup. Super. Donc, voilà. Donc, le traitement, si on entre à pieds joints maintenant dans cette partie-là, donc on revient sur l'histoire. Donc, historiquement, c'est que les gens... Alors, Nina, ouais, parfait. Merci Bonjour beaucoup. Nina, bienvenue. Donc, historiquement, ce que les gens faisaient, c'est que ils traitaient par antiacide, par antisécrétoire. Ça a été pendant de longues années toute une manne financière aussi pour les compagnies pharmaceutiques parce que c'est beaucoup de patients à l'échelle mondiale. Quand je parle de 50% des personnes à l'échelle mondiale qui ont la bactérie, dont 10% qui ont des ulcères, faites le calcul, ça fait beaucoup. Et donc, par la suite, avec la découverte de la bactérie, on a changé de paradigme. Donc, plutôt que de donner uniquement des anti-inflammatoires, des antisécrétoires, plutôt que de faire ce qu'on appelait les gastrectomies, donc ça veut dire enlever des parties de l'estomac, donc c'est quand même une chirurgie lourde, hein, donc avec des impacts et des conséquences. Donc, on est passé de cette approche thérapeutique à une approche de type éradication. Donc, les protocoles d'éradication sont variables d'un pays à l'autre, de sensibilité de la bactérie à des antibiotiques. Mais globalement, on associe la plupart du temps 3 ou 4 médicaments. Un médicament pour diminuer l'acidité, 2 antibiotiques ou 3 antibiotiques selon le cas pour aller vraiment couper l'herbe sur les pieds de la bactérie que je vais vous remettre. Je vais mettre une photo, vous allez faire une PTR pour voir comment, de quoi elle a l'air cette bactérie. C'est une bactérie avec des flagelles qui lui permettent de se faufiler. Donc vous voyez, c'est comme des petits flagelles. Donc l'antibiogramme, donc c'est une procédure qui permet de voir la sensibilité in vitro de cette bactérie à différents antibiotiques classiques. In vitro, d'octapré, je sais que c'est un terme qui a l'air Oui, classique, mais c'est vrai que parfois, dans des boîtes de pétri. Donc les boîtes de hors du pétri, commun. c'est comme des petites boîtes où on met on met le morceau d'intestin, le morceau d'estomac, pardon, dans la boîte. Et en mettant le morceau d'estomac dans la boîte, on regarde si au bout de quelques jours, il y a une prolifération, une multiplication de ces bactéries. Et on va en ce moment ajouter dans le milieu de culture différents antibiotiques pour freiner cette prolifération. Et ça, c'est une approche très intéressante qu'on utilise pour faire le test d'antibiogramme. Et comme le disait Miché tout à l'heure, c'est pas accessible partout dans tous les pays. Et ça permet de choisir. Nous, ce qu'on fait souvent lorsqu'on va poser le diagnostic, on va dire au patient, voilà, il y a une gastrite, il y a un ulcère. On va attendre les résultats de l'antibiogramme avant de commencer l'antibiotique. Ça peut prendre 4 jours, 5 jours. Mais en attendant, on va déjà donner un antiacide pour soulager la douleur parce que l'antiacide va diminuer l'inconfort et la douleur parce que ça fait très mal aussi. Donc ça, c'est le traitement. Habituellement, sa durée est de 10 à 14 jours. Actuellement, on préfère des traitements de 2 semaines pour être sûr de bien éradiquer. Et puis ensuite, lorsque ce traitement est fait, on attend 1 mois pour faire le contrôle, soit par le test respiratoire, soit par le test de sel pour permettre justement de voir si la bactérie est partie. Et la plupart du temps, dans 95% du cas, c'est bien efficace, ça s'en va. Ça peut arriver que dans 5 à 10% des cas, la bactérie est un peu plus robuste. Et à ce moment-là, on fait une deuxième cure, on change des antibiotiques, ou on ajoute un autre antibiotique, etc. Et donc, ça, c'est des approches qui sont parfois importantes de s'assurer que la bactérie est partie. Dans environ 1% des cas, donc c'est pas négligeable, mais c'est pas non plus énorme, les gens peuvent se réinfecter. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver, surtout si, parce que le contage est parfois familial, surtout s'il y a des gens qui ont la bactérie aussi. Donc c'est quelque chose qui peut récidiver, mais c'est très rare, quand même moins d'1% des cas.
Et j'aurais Oui, une petite question. Peut-être il y a Amine qui nous a rejoint aussi on stage. Peut-être que je vais et Nina. Je vais peut-être d'abord. Je vais laisser la parole à Nina et à Amine et après je poserai ma petite question. Nina, je te laisse le micro. Oui, bonjour bonjour. Nina. Hello. Oui, en fait, la question que j'avais, justement, je crois qu'il voulait peut-être l'aborder, mais je la pose quand même. C'est, euh, par exemple, vous êtes face aux personnes qui font du raw tout le temps. Après, ils vont vous dire, ah, je fais de, comment on appelle ça, de l'ulcère. Mais la personne est toujours en train de faire un raw. Je sais pas si c'est la même chose, hein. Et du coup, je me posais la question, est-ce que ça peut être contagieux? Parce que on est quand même dans la même pièce, là, et puis ce que vous avez expliqué, c'est que c'est quand même un peu aérosol. Bon, quand quelqu'un fait un rose, c'est sûr qu'il émet un certain gaz qui sort, tu sais. Et puis, la personne qui est à côté, est-ce que ça peut être contagieux, ce Alors, truc? premièrement, juste pour clarifier, la bactérie en elle-même ne va pas se transmettre par aérosol. Ce qu'on voit par aérosol, c'est le CO2 qui est un produit métabolique suite au contact de la bactérie avec l'urée marquée et c'est quelque chose comme une réaction chimique. Par contre, la bactérie peut se transmettre de façon manoportée, donc ce qu'on appelle transmission orofécale, donc soit la plupart du temps par les selles ou les vomissements, et ensuite vous mettez la main, vous mettez à la bouche. Donc, il faut vraiment qu'il y ait ce contact direct. Et pour la question de RAW, c'est quelque chose qui est un signe souvent observé dans le cadre de vomissements. Donc, si quelqu'un a des vomissements, ça peut donner ce sentiment de RAW ou parfois des reflux gastro-œsophagiens. Donc, c'est un signe non spécifique de l'infection à Helicobacter pylori, puisqu'on peut le voir aussi dans le reflux gastro-œsophagien simple. Donc, c'est quelque chose qui justifie de toute façon, si la personne s'en plaint, de faire une investigation pour être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose sous-jacent. Abdou, tu voulais réagir aussi? Est-ce que vient de dire de après? Non, mais en fait, il y a un truc qui me fait sourire parce que les possibilités de contamination, et du coup, j'ai envie de demander, entre deux partenaires, ça va se passer comment si... Lors de relations peut-être intimes, on va à, dire. Ouais, à c'est moins de ça. manger le liquide gastrique de l'un de l'autre, c'est sûr que habituellement c'est pas ce type de contamination. Nous, par exemple, en endoscopie, on sait qu'on fait gaffe quand on fait des endoscopies, parce que pour le coup, on met les mains dans l'endoscope, on va faire des biopsies, on remonte du liquide gastrique, et c'est sûr que c'est la manipulation des vomissements ou la manipulation des sécrétions digestives comme les selles qui peut être un facteur de transmission. Et c'est pour ça que d'ailleurs on dit souvent que c'est des maladies orofécales parce que ça se transmet lorsqu'on met à la bouche des choses qui viennent soit de la bouche de quelqu'un d'autre, soit. Mais c'est pas une transmission juste bucco-buccale, par exemple. Ah, Mm. d'accord, ok. Merci. Amine, bonjour, bienvenue sur le Café Synthé. Merci Bonjour beaucoup. Amine. En fait, je suis un médecin tunisien. Oui, bienvenue. Merci. Et le sujet est très pertinent et merci pour chacun de vous pour nous éclaircir plus sur le sujet. Mais j'ai deux Oui, oui, questions. oui, tout à fait. La première, qu'est-ce que vous pensez des prédictions de l'intelligence artificielle pour le diagnostic de l'Helicobacter pylori, par exemple? Il y en a des recherches qui disent que d'après l'endoscopie, on peut prévoir si le patient ou si quelqu'un aurait de l'Helicobacter ou non. Est-ce que vous pensez que dans le futur, on va s'investir et euh, on va se mettre sur des endoscopies systématiques pour prédire toutes ces maladies? Sinon, la deuxième question, pour le traitement, vous avez parlé, docteur, de traitement par bismuth ou par métronidazole. Est-ce que vous pensez qu'il y en a des résistances bactériennes et qui vont terrifier et comment comment Modifier la- la réponse voilà. aux antibiotiques. Ouais. Et est-ce que quels sont les enjeux
qu'on va avoir, surtout sur les résistances Oui, bactériennes. donc pour prendre Merci. déjà la deuxième question, c'est un enjeu majeur puisque il y a plusieurs familles de traitements. Bon, on n'a pas détaillé les noms des médicaments parce que c'est pas forcément le but. C'est des rooms beaucoup plus vulgarisation grand public, mais les protocoles sont bien définis. On sait que il y a au moins 4 types différents d'antibiotiques qui sont utilisés et pour chaque type d'antibiotique, chaque famille il y a un profil de résistance qui dépend de chaque région et dépend même au sein du même pays de différentes régions géographiques au sein du même pays. C'est pour ça que lorsqu'on va faire des analyses sur les biopsies, on va aller chercher vraiment l'antibiogramme pour optimiser le choix thérapeutique. Et c'est certain que si on n'a pas cette possibilité-là, on ne peut que se fier sur la réponse au traitement. Donc, si par exemple Michel me dit que dans son expérience ou dans son pays, lorsqu'il traite 100 patients, il voit tout de suite qu'en première ligne, 80 répondent, il y a 20 qui répondent moins bien. On peut estimer que la résistance aux antibiotiques, s'il utilise les mêmes antibiotiques, est de 80% pour ce type d'antibiotiques. Peut-être ça sera pour un des 2 ou un des 3 antibiotiques. Mais en tout cas, ça c'est une façon si on fait à l'aveugle. Si on a une possibilité de faire l'antibiogramme, à ce moment-là, on va faire 100 échantillons, 100 patients, on prélève les échantillons et on voit sur les tests qu'on fait à chaque fois la résistance. Et à ce moment-là, on peut, de façon beaucoup plus précise, affiner le niveau de résistance pour chacun des antibiotiques. Et ça, c'est la façon qui est vraiment utilisée pour permettre, surtout lorsque le niveau de résistance est fort. Si dans un pays, le niveau de résistance n'est pas très élevé, on peut faire à l'aveugle, traiter avec deux antibiotiques les mieux tolérés, parce qu'on sait d'emblée qu'il y a un faible niveau de résistance. Mais chez nous, on a parfois pour certains antibiotiques jusqu'à 15%, 20% de niveau de résistance, ce qui est beaucoup. Donc, c'est pour cette raison-là. Ensuite, pour la première question sur l'intelligence artificielle, c'est super fascinant. D'ailleurs, on va le mettre comme thème d'une room sur la e-santé parce que l'intelligence artificielle en endoscopie digestive est en train de prendre de l'essor. En fait, pour juste poser le tableau pour ceux qui sont moins familiers, lorsqu'on fait l'endoscopie digestive, il y a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est ce que l'œil humain voit, c'est l'endoscopiste. Et le deuxième niveau, c'est ce que les choses sont réellement. C'est-à-dire qu'il y a souvent un gap entre ce qu'on voit et ce qui est présent. Comme humain, on n'est pas infaillible, mais en général, on a quand même une bonne concordance. Sauf que il y a des choses que l'œil humain ne peut pas voir, c'est les choses microscopiques, par exemple. Donc, on peut pas, sur l'endoscopie, aller voir la fameuse bactérie. Donc, ce qui est alors possible, c'est d'affiner les outils diagnostiques, mettre en place dans les capteurs des endoscopes des logiciels pour processer l'image à un tel point qu'il serait capable d'analyser, par exemple, les cancers, certaines anomalies de la muqueuse et peut-être même des agents infectieux. Mais je dirais que c'est encore futuriste parce que pour l'instant, les premières études qui sont faites, c'est dans le cadre de polypes. Les polypes, c'est des petites tuméfactions de l'intestin qui peuvent être cancéreux ou pas cancéreux. Et il y a quelques articles qui ont été publiés pour l'utilisation de automated machine, donc l'intelligence artificielle pour ce type de diagnostic. Mais on pourra entrer en détail lors d'une room autour de ça. Mais c'est une super question. Merci, Amine. Merci à vous, en fait. Et puis bienvenue du coup sur Clubhouse parce qu'on voit que tu as ton petit cotillon. Oui, bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce que la pratique en Tunisie, l'accès à l'endoscopie est très facile ou Oui, en fait, c'est accessible, mais c'est pas tout le monde. En fait, pour l'Helicobacter pylori, c'est sous-estimé de diagnostic parce que pour nos patients, ils viennent pour un ulcère et ça, c'est mauvais parce qu'on doit diagnostiquer pour ne pas avoir des complications ulcéreuses et tout. C'est ça, exactement. Donc c'est vraiment l'importance de poser le diagnostic qui dépend aussi finalement de ces outils diagnostiques dont on parlait et puis
que les patients consultent aussi, parce que pour le coup, j'ai pas fait la recherche, mais je vais regarder. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de données sur l'éradication de H. pylori par la phytothérapie qui est utilisée dans beaucoup de pays. Mais c'est quelque chose, je vais faire la recherche parce que malheureusement, si on ne traite pas les ulcères, beaucoup peuvent se transformer en cancer de l'estomac. Donc, il y a aussi un impact derrière le fait d'avoir des douleurs. Il y a aussi un impact à long terme. Voilà, exactement. En fait, on a des mauvaises pratiques. On donne des IPP gogo et ça donne un peu l'air calmant, mais ça peut Ouais, compliquer les c'est complications. ça. Ça peut masquer parce que ça ne va pas éradiquer et puis la bactérie reste présente. Tout à fait. Exactement. Super. Donc voilà pour le tableau d'Helicobacter pylori. Juste pour donc un petit résumé. Donc ce qui a été fascinant avec le travail de Barry Marshall et Robin Warren, c'est d'avoir été très persévérant, d'avoir fait des choses. Je vais vous raconter l'histoire justement du docteur Marshall. Il a fait quelque chose qui était unique. Donc un jour, dans le cadre de ses expérimentations, il décide de prendre une potion de Helicobacter pylori et il met cette potion liquide et il le boit. Donc après avoir bu la potion, il commence à avoir des symptômes. Et pour la petite histoire, il n'en avait pas parlé à sa femme parce que c'est sûr qu'elle n'aurait probablement pas été d'accord. Et quelques jours après avoir bu, il commence à avoir des douleurs, mais vraiment des douleurs importantes. Et avant d'avoir fait ça, il avait fait une endoscopie, bien sûr, pour confirmer qu'il n'avait pas du tout de lésion à l'estomac. Ensuite, après avoir bu la potion, il refait une nouvelle endoscopie. Et puis, il se rend compte qu'il y a une gastrite et la bactérie est présente. Et puis, quand sa femme, donc Adrienne, de son prénom, a découvert que son mari était malade, et à ce moment-là, elle lui a dit, bon, il faut maintenant traiter. Donc, il a pris des antibiotiques, ce qui a permis d'éliminer la bactérie au bout de quelques semaines et de guérir sa gastrite. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de fascinant dans l'histoire de cette maladie. Par contre, ce qui est aussi à noter, c'est qu'il y a un autre médecin qui avait essayé la même chose après lui, donc pour voir aussi. Donc, c'est Dr Maurice qui lui avait pris cette bactérie aussi, mais par contre, la gastrite a duré beaucoup plus longtemps chez lui, donc ça a duré quasiment 3 ans. Et suite à ce deuxième cas, plus personne n'a essayé de faire l'expérimentation. Mais c'était une façon de démontrer aux yeux de la communauté scientifique qui raillait beaucoup l'existence de cette bactérie. Je vais vous mettre la photo de microscopie électronique puisqu'on a vu le schéma de la bactérie, mais au niveau du microscope électronique, c'est vraiment super de la voir toute très très. Voilà, là si vous faites le refresh, vous allez voir, c'est comme ces arachides en coque. Donc actuellement, maintenant, il n'y a plus de débat scientifique. Par contre, il y a beaucoup de communautés de sociétés savantes qui travaillent sur ça. Les questions de recherche actuelles, c'est pourquoi certaines personnes vont faire l'ulcère ou la gastrite et pas d'autres? Quel est le profil génétique de ces individus? Est-ce qu'il y a des variabilités liées à d'autres paramètres en dehors de la génétique? Ensuite, le cancer, la question du cancer, il y a des travaux autour de ça. Donc, on est passé de période où la question c'était beaucoup est-ce qu'on croit à cette bactérie, à une période où maintenant c'est bien acquis, bien accepté, le lien est clair et on ne dit plus à quelqu'un que c'est juste le stress, c'est beaucoup plus Et validé. Oui, Ophélie? oui, d'ailleurs, bah, ma question c'était ça. À quel moment une personne a dit que ça venait du stress et pourquoi le stress, pourquoi c'était le stress qui a été mis C'est en parce que cause au le début? profil des individus qui avaient les ulcères étaient souvent les cadres de la cinquantaine, fumeurs, qui avaient ces ulcères. Donc, on attribuait ça à des profils de quelqu'un qui est stressé par le boulot ou par les responsabilités. C'était un peu les liens qui étaient faits à l'époque. D'accord, ok, assez intéressant Et comme.
comme erreur en fait Exactement, compte. et puis c'est resté, et puis ça a été. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a plein de médecins avant le docteur euh, Marshall et le docteur Warren qui avaient déjà un peu suspecté, mais ils n'avaient pas poussé la démarche jusqu'au bout parce que c'est comme lorsqu'on est à contre-courant, il faut beaucoup de résilience pour arriver à garder l'esprit et persister dans cette démarche. Donc, plusieurs autres médecins auraient pu recevoir ce prix Nobel bien avant eux, mais eux, ils ont fait vraiment l'effort de persister et puis finalement, ça a payé puisque actuellement, on traite les enfants, ils sont guéris, les adultes aussi. Super, merci. Donc voilà, c'était la première de l'histoire de la médecine. Donc c'est quelque chose que je trouvais fascinant de commencer par ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le micro est ouvert, ceux qui veulent réagir. Je voulais réagir, je voulais en fait poser une question au docteur Miché. Oui, docteur Miché, en fait, dans votre intervention, ça m'a quand même un peu intrigué de savoir comment la prise en charge se faisait au Congo. Donc, en réalité, pour pouvoir diagnostiquer un ulcère, ce que vous faites, c'est vraiment en fait, mettons, dans les cas soupçonnés, face aux cas soupçonnés, vous soignez en fait les symptômes. Est-ce que c'est bien ça? Parce que vous n'êtes limité qu'en réalité au seul tableau clinique. Et à cause justement du manque d'accessibilité aux analyses de biologie médicale. Non, en fait, pendant mon intervention, pour dire que le tableau clinique se présentait et on pourrait conclure ou soit proposer un diagnostic de présomption en absence des outils diagnostiques idéaux. D'où un patient qui vient, par exemple, qui se plaint on prend un exemple typique, de douleurs épigastriques de type crampe, peut-être irradiant vers le dos, soit vers l'épaule. Euh, une douleur foudroyante, par exemple, qui a peut être durée pendant plusieurs moments, révèle, par exemple, à la prise de certains de certains antisécrétoires, on pourrait peut-être conclure à une suspicion d'un ulcère gastro-duodénal, soit d'un ulcère gastrique ou un ulcère duodénal dû, soit causé par euh, l'Helicobacter pylori. Et en ces moments-là, on le soumet au fait à un traitement, les traitements typiques, donc une trithérapie, donc une association d'un IPP associé à 2 antibiotiques ou une quadrithérapie dans certains cas. Et ensuite, on pourra voir l'évolution dans le temps. Et, et bien sûr, peut-être après, on pourra dire que nous avons peut-être tapé juste que c'était un ulcère gastro-duodénal dû à une infection à Helicobacter pylori. C'est un peu ça en gros. Donc le tableau Ah, clinique peut nous orienter vers un diagnostic de présomption et on soumet un traitement comme ça. un traitement empirique. Oui, ok, parfait. Parfait, merci. Oui, c'est effectivement l'accès à l'endoscopie qui est un facteur majeur. Et le taux de réponse en termes de combien de personnes éradiquées va dépendre aussi de la possibilité d'accéder aux outils de contrôle d'éradication, comme le test de sel, qui est beaucoup plus facile, l'antigène dans les selles, ou le test respiratoire. Est-ce que ces deux tests sont accessibles, Michel, les tests de sel et le test respiratoire? Pour le test de sel, ils sont accessibles en milieu urbain, probablement dans la capitale à Kinshasa, mais dans les milieux ruraux, en tout cas, ils ne sont pas disponibles. Et même à Kinshasa, il faudrait de centres spécialisés dans la capitale, de centres spécialisés pour effectuer les différents tests. D'accord. Ok, merci beaucoup. Donc, je vois dans l'audience, si Dr Diane veut réagir, Dr Makwangu, n'hésitez pas à monter, partager votre expérience. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, Tiffaine, Nina, Abdul? Moi,
Oui, Oui, Abdul. j'ai une question en fait. Et en fait, tout à l'heure, tu parlais de douleur. Effectivement, ça fait très mal en fait quand on a ces ulcères-là, mais généralement, c'est au niveau de l'abdomen. Est-ce qu'il peut arriver ou est-ce qu'il est arrivé souvent avec des patients qu'on ressente des douleurs projetées, c'est-à-dire que des douleurs qui ne sont pas forcément au niveau de l'abdomen, au niveau d'une autre partie du corps, mais qui se trouve que ce soit causé par la La bactérie. douleur de l'ulcère est volontiers au niveau de l'abdomen, mais parfois ça peut être tellement profond qu'on a l'impression que ça fait mal dans le dos. On appelle souvent ça des douleurs transfixiantes. Et ça, c'est dans les cadres d'ulcères simples. Mais ce qui peut arriver, un ulcère très profond peut donner une perforation. Donc ça veut dire que l'intestin, ça perfore le trou, creuse complètement. Et dans ce cas-là, quand il y a une perforation, le risque principal, c'est une infection au niveau de l'intestin, de l'abdomen, ce qu'on appelle une péritonite. Donc, la plupart du temps, quand même, la douleur est dans cette région-là. C'est rare qu'on ait d'autres signes, mettons, extra-abdominaux dans le cadre d'ulcères. On peut avoir des vomissements, surtout en lien avec les gastrites. Donc, ça peut être aussi une présentation. Et souvent, les gens qui vont faire l'ulcère ou la gastrite en période initiale, après les premiers jours après le contact, peuvent avoir des signes un peu comme une infection aiguë, virale, de la fatigue, courbature, vomissement, etc. Donc, on peut avoir quelques signes comme ça lorsqu'on a été en contact vraiment dans les premiers jours, un peu comme une grippe au début, là, vous voyez, dans ce contexte-là. Mais sinon, la plupart du temps, c'est plutôt quelque chose de chronique. Les gens, ils ont faim, ils mangent, et après quelques heures, ça va mieux. Après, ils ont de nouveau des douleurs, et puis ils mangent pour calmer la douleur, et puis, etc., etc. Je sais pas si ça répond à ta question, Abdul. Complètement, complètement. Merci, docteur. Super. Tiffen? Oui, je voulais juste ajouter par rapport à la question d'Abdul, comme je l'ai dit au départ, justement, en fait, la douleur, elle est beaucoup plus localisée dans l'abdomen, mais beaucoup, vu que le cœur est un peu dans les environs, beaucoup ont l'impression que ils ont mal au cœur, en fait. Et beaucoup arrivent chez les cardiologues comme ça, et puis on se rend compte que non, c'est pas le cœur, et vraiment, ça doit être l'estomac. Donc, beaucoup pensent, en fait, qu'ils ont des douleurs au cœur, et puis beaucoup plus aussi des douleurs qui irradient dans le dos, comme le docteur l'a déjà dit. Juste en Oui, complément. super, exact. Donc, c'est vraiment l'importance que les deux spécialistes, là, des fois, on travaille ensemble parce que, et de la même façon que certaines douleurs cardiaques sont méconnues parce que les gens pensent que c'est l'estomac et c'est important aussi dans l'autre sens. Merci beaucoup. C'est tout à fait important de le préciser. Et puis le dernier signe qui parfois, on en a parlé aussi déjà, c'est le saignement. Donc le fait de vomir du sang, c'est pas quelque chose de normal, donc ça devrait aussi alerter les personnes. Donc on peut saigner par la bouche, mais on peut saigner par l'anus. Et lorsqu'on saigne par l'anus, la couleur est volontiers noire. Donc s'il y a un ulcère qui saigne, on peut avoir des selles noires. Et donc ça témoigne que ce sang rouge tout le long du trajet a changé de coloration et ça a pris une couleur noire parce que effectivement tout ce qui était hémoglobine s'est passé à des selles noires. Donc c'est important aussi s'il y a ce type de symptômes de consulter parce que c'est pas normal qu'on ait du caca noir. Très intéressant, donc d'après tout ce que tu viens de... Bon, la partie cas noir aussi intéressante. Je me disais, personne n'aime beaucoup parler de caca. Non, mais d'ailleurs, ça m'a fait penser à une room, tu vois, où on pourrait parler de ces choses qui peuvent peut-être nous gêner dans le domaine de la santé. Exact, les mots Donc, qu'on n'aime pas donc dire. voilà. Oui, les mots ou même voilà peut-être la pudeur de la santé qu'il n'y a absolument pas quand on est en contact avec des médecins ou des infirmiers ou des soignants voilà qui nous parlent parfois de choses un petit peu ragoûtantes à qui ça ne fait absolument rien de parler de vomi, pipi, caca, popo, d'escarres et tout ce genre de choses alors que
pour les autres, ça devient un petit peu plus ragoûtant, mais c'est assez intéressant et merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations-là sur cette room. J'ai énormément appris comme d'habitude sur le Merci café beaucoup. santé. Je vais mettre une dernière image et après, s'il y a d'autres questions, on pourra les prendre. Sinon, on va libérer tout le monde. Cette dernière image, c'est l'image d'une gastrite parce que on a parlé de l'ulcère. Vous avez vu l'image de l'ulcère. Je pense que c'est important de voir comme ça permet de bien donner la nuance entre l'ulcère et la gastrite. La gastrite, on pourrait dire que l'estomac est en feu, alors que l'ulcère, c'est comme quelque chose de circonscrit dans une zone donnée. Donc, si vous faites le pitière, le fameux pitière, vous allez voir l'image d'un estomac qui est en gastrite et c'est quand même assez marquant. Ce qui est rouge tout de suite en bas, à 6 heures, c'est la biopsie. Après avoir fait une biopsie, ça peut saigner un peu. Donc, c'est pas quelque chose d'étonnant. Mais ce qui est vraiment, c'est la rougeur globale, comme vous le voyez. Donc, c'est ça la gastrique, donc ça fait très mal aussi. Oui, il y a la sensation vraiment aussi dans le dos. Du coup, on est plié en deux pour le coup. Donc voilà la fabuleuse histoire de Helicobacter pylori qui est la numéro 1. Je ne sais pas quel thème vous voulez qu'on fasse pour la numéro 2 parce qu'il y a plein de choses dans l'histoire de la médecine. On peut faire un tour de table. Qu'est-ce qui vous intéresserait de savoir? Moi, j'aimerais bien la partie chirurgie, en fait, la découverte, un petit peu les premiers, on va dire, humaine. cas de chirurgie. Ouais, exactement. Parce que je sais que c'était aussi énormément, enfin, ça a été un moment, on va dire, magique pour le domaine de la médecine, parce qu'au départ, la chirurgie était interdite, et donc, pas facile de savoir ce qui se passe à l'intérieur sans pour autant ouvrir. Donc voilà, moi il y a ça qui m'intéresse. Puis tout ce qui va être aussi flegme, toutes les anciennes pratiques qui pouvaient y avoir à Ouais, l'époque. parfait. On fera donc l'histoire de la chirurgie et aussi de la transplantation. Comme ça, on fera 2 roms autour de la chirurgie, la greffe d'organes. Super. Emmanuel, qu'est-ce qui t'intéresserait, toi? Mais je vais un peu copier sur Ophélie, mais c'est vraiment aussi la chirurgie. J'ai d'ailleurs, à cet effet-là, regardé une fois un film basé sur une histoire vraie. Je crois que c'est le même que j'ai vu. Oui, hein, et c'était vraiment super passionnant et fascinant, quoi. Je pense que c'est l'histoire d'un technicien de labo, en fait, aux États-Unis, à Johns Hopkins, qui est à l'origine d'un système qui permettrait de faire des opérations de cœur en pompant du sang sans que le cœur ne soit dans la poitrine. En fait, un procédé super complexe. Et puis, c'est juste fascinant de pouvoir voir ça quand même. Et des histoires un peu comme celle que tu as racontée de chercheurs qui se sacrifient pour le compte de la médecine. Et puis, pénicilline, par exemple, on pourrait faire. La découverte des antibiotiques. Parfait. Exactement, Donc la circulation extracorporelle. Ouais, ou de la morphine aussi. Il y a aussi l'anesthésiologie. Ouais, ça peut être intéressant. Parfait. Tiffaine? Oui, je voulais proposer, en fait, c'était comme Emmanuel, en fait, disons, à la fin, on a chuté dessus par rapport à la découverte de la pénicilline, justement, dont on a découvert des antibiotiques. C'est ce qui me vient à la tête pour l'instant. Un bel accident aussi. Excellent. Donc ça, c'est super. On va noter tout ça. Parfait. Michel? Je pense que son micro doit poser problème. Diaye? Est-ce qu'Ophélie, tu m'entends? Oui. Ok. Oui, Donc, moi c'est Ndiaye qui a un t'entends. problème de micro. Oui, bonjour Ndiaye. Heureux. Est-ce que tu aurais une envie d'un thème de l'histoire de la médecine à partager? Excusez-moi, docteur, j'ai pas trop Oui. tout à l'heure. Oui, c'est ça. On était en train de faire des tours de table pour proposer des thématiques pour les prochaines rooms autour de l'histoire de la médecine. Si tu avais un thème que tu voulais qu'on discute, un thème qui t'intéresserait sur l'histoire de la médecine, que tu trouves fascinant.
Ah oui, ok, je comprends. Bon, Oui, tu peux ouais, je vais réfléchir et au réfléchir d'abord. besoin, Après. sur le café-santé.club, il y a un lien qui est contact. Tu peux communiquer, même ceux qui sont dans la salle, hein, j'en profite aussi pour dire à tous ceux qui sont là, Sarah, Gaël, Nicolas, Eva, Jaja, Mujing, s'il y a un thème que vous voulez, dans le site café-santé.club, la rubrique contact, vous nous envoyez et puis on sera ravis de traiter ça. Merci beaucoup, Ndiaye. Nina? Ok, merci. Il n'y a pas de souci. Oui, moi, j'aimerais, bon, je propose l'utilisation des cellules souches pour le traitement de Mhm, certaines maladies. Comment est-ce qu'ils ont fait pour mhm. pouvoir arriver au, à savoir qu'on peut utiliser les cellules souches pour pouvoir pallier à certaines maladies. Ça m'intéresserait, par exemple, Super, de c'est un savoir. super thème parce que beaucoup de gens entendent parler de ça, cellules souches, etc. Donc, on va nous mettre dans la liste. Excellent. Ensuite, je pense que... Il y a aussi Ah Mohamedou qui oui, nous a bonjour rejoint on Mohamedou. stage. Ah, Comment bonjour. Donc vas-tu? après, bonsoir Ophélie, Emmanuel, Michel. Excusez-moi, hein, tout à l'heure, il y avait Pas de beaucoup de bruit souci, environnant. Donc c'est pour ça que j'ai préféré rester en bas et pas de écouter. souci. J'avais une question, au moins, c'est juste pour vérifier les protocoles. Moi, je suis médecin généraliste au Sénégal. Donc, je voudrais savoir, vous, dans le cadre de votre travail, le protocole que vous appliquez pour le traitement éradicateur de l'Helicobacter pylori, ça, c'est de 1. Est-ce que vous êtes plus sur la quadrithérapie bismutée ou le traitement classique, donc thérapie séquentielle? Et puis derrière, en fonction de la localisation, donc gastrique ou duodénale, est-ce que vous faites des contrôles fibroscopiques, donc après Super traitement? question. Donc, effectivement, sans rentrer dans les noms des molécules, on va parler de façon générale. Nous, notre protocole, c'est une trithérapie parce qu'on a l'avantage de faire un antibiogramme. En tout cas, pour la pédiatrie, ici, jusqu'à 18 ans, on fait l'endoscopie. Pour le diagnostic, on fait l'antibiogramme. Donc, on peut cibler quels deux antibiotiques on va choisir et on fait un traitement de 2 semaines avec le contrôle par l'analyse de l'antigène dans les selles ou bien par l'analyse du test respiratoire. Ce n'est qu'en deuxième intention, lorsqu'il y a une résistance, qu'on va ajouter donc un autre traitement pour faire la quadrithérapie. Mais effectivement, c'est un protocole qui donne quand même de bons résultats. Il y a quelques patients qui ont une résistance, mais c'est très faible. Et on a accès à l'antigène fécal et au test respiratoire. Souvent, on leur propose les deux, mais de plus en plus, c'est l'antigène fécal qui est le plus accepté. Ça évite qu'ils viennent à l'hôpital, etc. Dans ta pratique, vous avez accès dans quel hôpital ou dans quel pays tu exerces? Vous avez Au accès Sénégal, facilement aux tests respiratoires et... respiratoire, non. Non, en principe, d'habitude ici, dès qu'ils Mhm. font la fibro, en fonction de la localisation, ils peuvent faire des biopsies pour aller éliminer un cancer. Maintenant, derrière, chacun y va de son protocole. Certains y vont plus sur quadrithérapie, d'autres Mhm. sur trithérapie. Mais rarement, ils vont faire le test à l'urée marqué ou D'accord. l'antigène fécal. Donc le contrôle de l'éradication va se faire comment finalement? Voilà, donc eux, sur l'ulcère gastrique, ils préconisent le traitement d'Helicobacter pylori. Et puis derrière, assurer des IPP au moins sur 6 semaines. Et puis ils font une D'accord, c'est fibroscopie de par contrôle. fibroscopie le contrôle. Donc vous avez vraiment accès facile à la fibroscopie. À la C'est fibro. bien, c'est super. C'est sûr que c'est un gros défi dans certains pays. Michel ne dira pas le contraire. Pour les sujets, je Oui, sais pas si Abdul. je... Oui. Oui, en fait, moi, je viens une room en fait pour parler de la drépano et ses Mhm, manifestations, mhm, de l'origine mhm. même, parce que
voilà, autour de moi, il y a beaucoup d'hommes qui en souffrent et qui en sont malheureusement décédés. Donc du coup, je vais bien comprendre en fait cette maladie-là et surtout, j'ai pas fait une recherche, mais j'ai cru comprendre que ça partait déjà de l'association, hein, des D'accord. partenaires, tout ça, qu'il fallait faire Mhm. attention à ça dès le départ. Donc du coup, je serais très très intéressé d'apprendre en fait sur Oui, sur cette merci maladie-là. Abdul. Donc pour Merci. ceux qui sont moins familiers, la drépanocytose, c'est une maladie qui est considérée comme génétique avec une grosse prévalence chez les sujets noirs, Caraïbes, etc. et qui est présente dans les familles où les parents sont porteurs et les enfants vont avoir la mutation et puis développer cette forme de maladie qui donne des symptômes cliniques avec beaucoup de douleur, de l'anémie. Donc on fera une room spéciale sur ça. C'est un super sujet et on pourra parler non seulement de la genèse mais aussi de l'évolution des traitements, etc. Merci Abdul. Michel. Je disais aussi, pour ma part, je proposerais aussi peut-être une room sur la découverte du sida. Ça peut aussi intéresser Le VIH, ok, super. C'est vrai que c'est aussi un des prix Nobel qui avait été attribué par rapport à cette découverte. Et ça reste, malgré de nombreuses années de recherche, ça reste très prévalent dans beaucoup de pays, le sida, et c'est important de revenir sur ça, des avancées aussi. Super, excellent. Donc on va noter tous ces thèmes. Parfait, parfait. Donc je pense qu'on a fait le tour. Je pense, Nina. Oui, je voulais poser une dernière question avant Oui. que... Ok. Et c'est tantôt quand vous étiez en train d'expliquer, je crois peut-être les protocoles de suivi, vous avez parlé du fait que parfois la maladie peut être présente, la bactérie peut être présente dans l'estomac, mais le médecin décide délibérément juste de le laisser, donc de ne pas, c'est de ne pas comme peut-être le traiter, alors non. Mais la question qui me venait, c'est est-ce qu'à la longue, est-ce que si on décide par exemple de ne pas y toucher, est-ce qu'il faut faire des suivis ou alors la maladie va disparaître, la bactérie va disparaître toute seule ou alors à la longue ça va pas causer des séquelles, ça va pas se transformer en ulcère ou I don't know, just accident. Oui, en fait, sur les centaines de personnes, par exemple, qui ont la bactérie, il n'y a que 10% qui vont faire un ulcère ou une gastrite. Ça veut dire que les 90% autres s'éliminent naturellement. Donc, il y a une histoire naturelle d'acquisition et d'élimination qui fait que dans beaucoup de parties du monde, surtout en Afrique, par exemple, les enfants vont l'avoir pendant l'enfance, grandissent avec, et chez les adultes, on arrive à 90% qui ont été en contact à un moment donné, mais il n'y a qu'une infime partie qui va consulter des médecins pour des problèmes d'ulcère ou de gastrite. Donc tous les autres, on pourra tomber dessus en faisant un examen pour une raison X ou Y. Supposons que quelqu'un fait une endoscopie parce que il y avait un motif. Je prends l'exemple des enfants. Un enfant avale un objet. On fait l'endoscopie pour aller chercher l'objet et puis on tombe sur quelque chose dans l'estomac qui n'était pas du tout quelque chose de problématique parce qu'il n'avait aucun symptôme. Donc c'est ce genre de trouvailles dont je parlais qui peut être fortuite à l'endoscopie. Donc beaucoup de personnes vont éliminer naturellement et certains vont, très peu vont faire les ulcères ou les gastrites. Merci. Donc le message clé à retenir aujourd'hui, c'est que ne pas rester avec des douleurs chroniques qui traînent, qui peuvent être très importantes. Il est toujours mieux de consulter parce que par rapport aux ulcères, il y a des grosses avancées des traitements et ça permet aussi d'éliminer les diagnostics différentiels parce que là aussi, je réinsiste, on a parlé beaucoup de diagnostics différentiels comme les ulcères de la maladie de Crohn, les ulcères liés aux anti-inflammatoires, hein, beaucoup de personnes ont ça aussi, et puis certains ulcères qui peuvent être dû à d'autres pathologies un peu plus rares. Et puis finalement le cancer de l'estomac qui peut être aussi quelque chose qui évolue à bas bruit.
Donc, ne pas hésiter à consulter et on a des traitements pour les autres causes aussi de ces diagnostics différentiels. Donc, voilà un petit peu la room sur l'histoire de la médecine Helicobacter pylori. Yes, c'était super intéressant, vraiment. Merci Merci beaucoup, beaucoup à Doctapré. vous. C'était un plaisir de pouvoir partager cette room-là. Et puis, juste pour ceux qui sont moins familiers avec le café santé, un petit mot rapide. C'est un café qui traite des différentes thématiques. Aujourd'hui, c'était sur l'histoire de la médecine, mais on a aussi des rooms sur tout ce qui concerne la e-santé. On en a 2 qui sont prévus bientôt pour parler des applications sur le bien-être, la méditation, sur une application autour des soins de premier secours pour les arrêts cardiaques, etc. On a des rooms autour du Journal Club Scientifique le jeudi à 18h de Montréal, 24h minuit heure de France. C'est sûr que c'est un peu tard pour la France, mais bon, il y en a quelques-uns qui sont souvent là, certains collègues aussi du Sénégal qui viennent aussi, docteur Michier parfois aussi. Donc c'est des journaux club où on discute des articles scientifiques en profondeur, c'est vraiment super. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à partager un article, vous pouvez nous envoyer un message sur cafesanté.club et je pense qu'on va s'arrêter ici. Yes, alors il y a juste Montant qui a été monté on stage, donc on lui fait un petit coucou. Est-ce que tu voulais peut-être nous donner ton mot de fin, Montant? Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, bon, j'ai vu à Rome et j'ai vu le docteur Pré. Donc, j'étais dans une room avec lui déjà. Comment donc, vas-tu? je voulais savoir d'abord tout. Je Très vais bien, super bien merci. chez vous. Donc, si tu as loupé la room, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a enregistrée. Donc, elle va être disponible en podcast sur le site cafesanté.club. On a un podcast qui permet de réécouter tout ce qu'on discute dans nos rooms. Et à chaque fois qu'on met le petit symbole rouge, ça veut dire que c'est enregistré. Donc, si dans la room, ceux qui étaient présents ont une opposition à faire, on a oublié de leur préciser. On le fait souvent en début de room, mais on était trop intéressés par la thématique. N'hésitez pas à nous écrire, on va faire une coupure sur vos passages, mais sinon, c'est disponible sur ce site. Super. Moi, j'avais une petite question, en fait. Comme vous avez dit que vous parlez d'histoire oui, exactement. Tu as une thématique qui pourrait être... j'ai toujours voulu savoir. Et le symbole du caducée, ça représente quoi, le caducée, le symbole avec le serpent? Donc, on pourra faire une room sur les différents symboles, les différents outils, objets, notamment le stéthoscope, l'otoscope. On pourra parler de l'histoire des objets et symboles. Superbe question. Ouais. Ah oui. Super, ça c'est vraiment chouette. Excellente question, parce qu'il y a beaucoup d'objets qu'on utilise. Vous saviez par exemple que les orthopédistes, ils utilisent des marteaux et des vis et des tournevis dans leur salle opératoire. Il y a beaucoup de choses parfois fascinantes. Les gynécologues, les objets qu'elles utilisent. Je pense qu'il n'y a que les femmes qui savent, mais les hommes bientôt sauront. D'accord, merci beaucoup. Excellent. Donc on va se quitter donc en musique et suivez-vous les uns les autres. On se donne rendez-vous très bientôt. Suivez le Café Santé aussi pour être avisé des rooms. Et puis merci à chacun, Ophélie, Emmanuel, Tiffaine, Diaye, Nina, Docteur Mohamedou, Miché et puis Montant. Merci aussi d'être venu. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée, ouais.